Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 17e Céline Café qu'on a décidé de consacrer à la classe cyber. Et je vais laisser Jean-Philippe présenter les invités du jour. Donc, on était assez curieux de découvrir les différents projets qui ont été proposés dans le cadre de l'appel à projet de la classe cyber en termes de matériaux, d'analyse de cycle de vie, de fin de vie, etc. Donc, je crois que les architectes ont bossé sur ces sujets-là et on a hâte de découvrir tout ça. Eh bien, Jean-Philippe, je vais te laisser la parole et l'animation. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on y répondra avec plaisir, soit en cours de route, soit à la fin. Jean-Philippe, c'est à toi. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement la classe CIMER? Très bien. Bonjour à tous. Écoutez, la classe CIMER, c'est une classe qui est arrivée en course au large il n'y a pas si longtemps que ça et qui porte plusieurs valeurs et qui a mis de changer un petit peu les lignes de la course au large. Je vais vous en dire un petit peu plus. C'est surtout sur deux aspects lesquels on a voulu travailler. Travailler sur le premier, qui est surtout le fait de devoir, si possible, montrer l'exemple et de descendre l'impact environnemental de la course au large en montrant, encore une fois, par exemple, ce qui est possible de faire avec des bateaux qui sont performants et en même temps bas carbone. Tout ça lié à quelque chose qui est assez, qui a plutôt bien marché chez nous, c'est les accords de Paris 2030 qui nous nécessitent de descendre de 30% l'impact environnemental de ce qu'on a déjà fait. Donc, la classe CIMER est partie sur les solutions les moins impactantes possibles de la course au large et on a retiré 30%. Et en fait, c'est une fenêtre sur l'avenir. Dans 10 ans, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec des bateaux 30% d'impact environnemental en moins? C'est ce que vont vous présenter les uns après les autres les architectes qui sont ici avec moi. Ils vont vous montrer que c'est possible de faire quelque chose qui fonctionne bien, performant, élégant en plus et bas carbone. Donc ça, c'est un premier point que j'ai voulu mettre en avant parce que je pense que c'est le moment aujourd'hui de montrer l'exemple, de faire les choses en sorte que la course au large soit un peu plus propre. Et le deuxième point, ce sont les valeurs. Les valeurs, on ne peut pas les mettre dans un bateau, mais on peut les mettre ailleurs, et en particulier dans un championnat et dans les régates. Et ces valeurs, elles sont importantes pour moi parce que le solitaire, c'est quelque chose qui est très fort. C'est vraiment quelque chose de très puissant. Mais aujourd'hui, je trouve que ça manque de collectivité, d'échange, d'aventure et de sobriété. Et le fait de recommencer de zéro, de repartir d'une page blanche, ça permet de faire les choses bien du premier coup, parce qu'on a cette chance de recommencer de zéro. Et ce championnat qui va faire naviguer donc, les classes CIMER, ils vont vous présenter un par un. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails de la classe CIMER parce qu'ils vont le faire beaucoup plus vite que moi et mieux que moi. On va faire naviguer ces bateaux, et d'ailleurs d'autres bateaux, la classe Yacht Timer, on en parlera peut-être un peu plus tard, qui sont des anciens bateaux de course. Je suis en train de sélectionner. On va les faire naviguer autour de l'Europe, on va les faire naviguer dans d'autres pays, on va les rencontrer, les navigants des autres pays, et on va les confronter un petit peu à eux pour vivre des moments forts en équipage ou en solitaire, pour découvrir d'autres pays. Parce qu'en fait, la régate, c'est pas que d'aller d'un point A à un point B, c'est aussi un bateau, ça sert à transporter quelqu'un d'un point A à un point B. Le but, c'est d'arriver au point B. Qu'est-ce qui se passe au point B? Et bien là, on va remettre des choses. On va essayer de faire des choses intéressantes et revivre des aventures assez fortes. Voilà pour vous donner un petit peu un scope assez large de ce que fait la classe CIMER. Et aujourd'hui, je peux vous dire que l'aspect technique est validé, le texte de jauge est validé, les bateaux ne sont pas encore construits, c'est en cours, les plans sont faits et l'organisation du championnat est en cours. En particulier, on en reviendra peut-être un petit peu plus sur la fin. Un gros championnat, 6 régates, un tour d'Europe avec beaucoup de valeurs dedans. On aura de la mixité, on aura des thèmes par régate, on aura de la nuit, on aura de la longue distance, on aura du raid côtier, on aura pas mal de choses à mettre dedans pour monter en compétences et qu'à la fin de ce championnat, vous soyez surpris de ce que vous savez faire en fait en bateau. Voilà, pour vous dire comment ça se passe. On a hâte d'être surpris déjà par les projets. Oui, clairement, vous allez voir que c'est quelque chose ce sont des beaux bateaux. Même moi, j'ai été surpris de ces bateaux. Parce qu'en fait, quand on commence à créer une classe et un texte de jauge, on dessine un bateau dans sa tête à travers des lignes écrites. Et on s'imagine un bateau, mais en fait, à quoi il va ressembler en fait, ce bateau? Il y a plusieurs sortes. Et là, vous avez 5 archis qui ont dessiné un bateau dans le cadre du texte de jauge de la classe. 5 bateaux complètement différents, 5 philosophies différentes, et pourtant ils répondent à la même jauge. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Vous allez voir que
c'est des belles choses. Je suis pressé de vous les... Enfin, je pense qu'ils sont pressés de vous les montrer. Tu peux nous dire très rapidement les quelques critères de la jauge, justement? Et ben, le Dans premier quel cadre critère, ils ont fait les qui était projets? le point central, finalement, c'est l'impact environnemental. La classe, on a mis en place quelque chose l'indice environnemental, qui est un calcul en interne, qui permet de rendre le calcul plus sympa, plus vu comme une contrainte difficile à prendre en compte et contre-performant. Au contraire, on va essayer de faire quelque chose de performant en prenant des blocs. Donc, il y a ça qui est très important, c'est le seuil environnemental qui a été mis en place. Ce sont des bateaux qui font 9,20 m de long, 3,40 m de large. Ce sont des bateaux qui font 30 pieds à peu près. Qui sont dans la catégorie entre, en gros, la Mini 650, la classe 40. Et dans cette catégorie, il y a déjà d'autres bateaux. Et là, j'ai voulu changer un petit peu, faire un pas de côté et rentrer dans un autre schéma, dans un autre championnat. Et cette taille, elle a plusieurs sens. 9,20 m, c'est pas juste on se cale ici, c'est 9,20 m parce que c'est un bateau qui est taille moyenne, qui permet de prendre plus de risques sur les matériaux parce qu'on a moins de contraintes sur le bateau, moins de pression, moins de contraintes partout sur le niveau du mât, tout ça. Donc, on peut tester des nouveaux matériaux, parce que le but de la classe aussi, c'est de prouver qu'on est capable de faire des bateaux bas carbone, mais c'est continuer d'innover pour toujours proposer des bateaux de moins en moins impactants, mais toujours aussi performants, voire plus performants. Donc, c'est prendre des risques. Et sur un bateau qui est moins contraint, finalement, on a plus de chances. 9,20 m. Et qu'est-ce qui est important sur ce bateau? Oui, très important. C'est des bateaux d'équipage et surtout, c'est des bateaux qui ont une seconde vie. Ça, c'est un critère qui change et qui a peut-être un petit peu de mal à être compris. Ce sont des bateaux qui ont la possibilité d'être 100% course, vraiment avec zéro aménagement intérieur, hyper léger. Mais le jour où on veut se retirer de la course au large et qu'on a tissé un lien fort avec ce bateau, eh ben, il est possible, si on veut, de le changer, le modifier en bateau de course croisière parce que les plans existent déjà. Parce que le bateau de course a été pensé dès le départ pour être reconverti en course croisière. Ça veut dire que vous avez de la hauteur sous barreau nécessaire, vous avez des volumes nécessaires. La cloison avant, elle n'est pas à 1 mètre de l'étrave, mais elle est suffisamment loin pour faire une pointe avant, par exemple. Tout est pensé pour une vraie seconde vie derrière. Et pourtant, c'est un bateau de course. C'est ça les points clés du technologie. C'est très clair. Je propose de passer au premier projet. Eh ben, je pense qu'on va refaire, on a dit comme tout à l'heure, on va commencer par Fabrice. Si tu es prêt, Fabrice? Ouais, je suis prêt, ouais. Vous m'entendez bien? Oui, parfaitement. Très bien, bonjour à tout le monde. Alors, je me présente, Fabrice Germont. Je suis associé à Mathieu Verrier. On a un bureau ensemble qui s'appelle VMG Yacht Design. On est en Suisse, on est actif depuis une vingtaine d'années dans l'architecture navale. Et puis, je vais vous présenter notre projet. Attendez, je vais vous partager ça. Hop. Si ça fonctionne. Normalement. Voilà. Hop. C'est en train d'arriver. C'est bon. Voilà, donc notre projet Kawan 30. Donc voilà, je vous ai parlé vite fait de notre bureau. Donc on est actif dans on réalise des voiliers de régate et de croisière, course croisière. Et puis c'est vrai que quand Jean-Philippe a créé ce concours, on a tout de suite adhéré. Enfin, on est vraiment, on pense que c'est vraiment la voie à suivre et puis qu'il faut vraiment changer les choses. Dans la course au large et puis d'une manière générale dans la voile, montrer l'exemple. Et du coup, on a tout de suite adhéré à ce projet et puis on a essayé de partir sur un projet qui soit vraiment le moins impactant possible avec aller encore un peu plus loin, si possible, que l'indice maximum qui était demandé. Et puis pour ce projet, on a décidé de s'associer avec une série de chantiers navals en Suisse, parce qu'il faut savoir qu'en Suisse, c'est des chantiers qui sont relativement petits. Et puis pour arriver à suivre au niveau du rythme de production, on a décidé de travailler avec plusieurs chantiers et puis de répartir la construction entre plusieurs chantiers. Donc voilà, ça c'était les chiffres qui étaient donnés, qui étaient imposés par la classe IMER, l'indice matériaux maximum à respecter, puis l'impact CO2. Et puis nous, on a vraiment essayé d'aller le plus bas possible. Donc on est parti sur une construction en contreplaqué avec une peau en fibre de lin avec la résine biosourcée à l'extérieur.
L'idée, c'était aussi d'essayer de minimiser au maximum l'outillage, parce que les moules femelles, ça demande beaucoup de matériaux aussi à fabriquer. Donc, l'idée, c'était vraiment de construire sur mannequin, en contreplaqué. Et puis, la fibre de lin, c'est vrai que c'est une fibre qui a peu été utilisée ces derniers temps, puis qui est depuis quelques années, qui est de nouveau utilisée. Mais il faut savoir que le lin, c'est quelque chose qu'on cultivait beaucoup dans toute l'Europe. Et puis, c'est une plante qui pousse facilement, qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau, qui n'a pas besoin de pesticides. Et puis, au niveau des propriétés mécaniques, même si ce n'est pas les mêmes propriétés, ce n'est pas des propriétés aussi élevées que du carbone ou d'autres fibres, c'est quand même des propriétés qui sont intéressantes. Et puis, donc, on est parti dans cette voie-là. En contreplaqué. Et puis, on a une espèce de crash box. Donc, c'est une coque à bouchon. Mais à l'avant, on a une étrave en forme. On verra après par la suite. Et qui est en mousse fraisée. Et puis, ça permet d'une part d'avoir une vraie étrave avec un brillon. Et puis, d'autre part, d'avoir une vraie crash box qui évite les chocs. Qui permet, en cas de choc, d'éviter d'avoir de l'eau dans tout le bateau. C'est pas plus mal. Donc, on a une sorte de semi-sco à l'image des classes 40, mais avec quand même un brillon prononcé à l'avant, parce que c'est vrai que le parcours qui passe par le nord de l'Europe, c'est des mers où il y a des vagues qui sont assez courtes. On n'est pas sur un parcours transat où on est au portant, au reaching. On est sur un parcours où on peut avoir tout type de conditions de vent, du près, etc. Donc, on voulait vraiment avoir un bateau le plus polyvalent possible, avec un cockpit bien protégé, un poste de veille extérieur, de la hauteur sous barreau, être bien calé à la barre, des bons cale-pieds, etc. Et puis, comme Jean-Philippe disait, on a tout de suite pensé à la suite. Donc, on a tout de suite fait un roof avec des grands hublots pour la reconversion possible en bateau de croisière. Puis aussi parce que c'est plus agréable à vivre, même avec un bateau de course. Donc, voilà à quoi il ressemble. On voit ici, en bas à droite, donc l'étrave dont je parlais. Et le plan de pont avec les manœuvres qui reviennent au cockpit. On a aussi essayé de minimiser au maximum l'accastillage pour réduire le prix. Et puis aussi, moins on produit de pièces, moins on a d'impact sur l'environnement aussi. Voilà, le poste de veille protégé, le plan de voilure. Et puis après, on va voir finalement la version, donc l'aménagement général en version course. Donc, spartiate avec des bannettes, une table à cartes, un petit coin cuisine. Et puis, la reconversion en bateau de croisière avec un vrai aménagement confortable. Et c'est vrai que pour ça, le volume aide vraiment à ça. Complètement. Et voilà, le futur bateau. Dans le fjord, en Norvège. Norvège. Là, je peux me permettre pour rebondir un peu, là, les bateaux, vous avez vu, il y a une boîte à mouillage, une baille à mouillage. Tout simplement parce que, encore une fois, dans le championnat, on change un petit peu les codes. Et ce qui coûte cher dans un championnat, c'est aussi les ports. Et j'ai fait quelques régates, dont des arrêts au mouillage. Et ça m'a marqué. Je trouvais ça assez génial de s'arrêter, dormir au mouillage et repartir le lendemain. Et j'aimerais reprendre un peu ce principe et j'ai demandé à ces bateaux de course d'avoir une baille à mouillage pour justement s'affranchir de temps en temps d'un port et pour aller s'immerger un peu plus loin pour vraiment vivre la régate, l'environnement, tous ensemble, ce qui change un peu aussi des autres bateaux. Fabrice, tu as parlé des conditions de mer européennes. C'est ça qui a vraiment influencé l'étrave, là, ce que tu évoquais tout à l'heure. Et Oui, alors un entre-deux.
Alors, c'est vrai qu'on a étudié toute une série de carènes. On a dessiné des SCO 100%, semi-SCO comme celui-ci, etc. Et puis, il y avait plusieurs choses qui nous ont guidés vers cette voie-là. D'une part, c'est vrai qu'on est quand même sur des matériaux un peu plus lourds que du matériau composite high-tech type sandwich carbone. Donc, plus on a de surface de matériaux composites, plus on est lourd. Et puis, dans ce cas-là, plus on a de contreplaqué, plus on est lourd. Donc, c'est vrai qu'un SCO, un vrai SCO avec une trave très large, on a quand même plus de surface de matériaux. Donc, on regardait au niveau poids et puissance ce que ça donnait aussi. On a comparé tout ça. Et puis, c'est aussi ça qui nous a guidés vers cette voie-là. Et puis, c'est vrai que la deuxième chose, c'était vraiment d'avoir un bateau le plus polyvalent possible. Oui, c'est pas un bateau dédié aux mers d'Europe. Il reste polyvalent, quoi. Non, le but, c'est vraiment qu'il soit polyvalent et puis que la course puisse évoluer, le championnat puisse évoluer et puis qu'il soit performant et en Europe du Nord et partout. Et puis même si par la suite, il y a des courses en Méditerranée ou ailleurs ou sur le transat, mais qu'il soit vraiment performant dans tout type de conditions. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a quelqu'un qui est en train de rédiger une question. Hop. Tu coupes le partage, Fabrice. Oui. Je retire. Donc, il n'y a pas de questions. Jean-Philippe, on peut passer au projet suivant. Fanny, tu es prête? Super. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez voir, on n'est pas du tout sur le même type de bateau. Alors, il y a toujours un petit temps de partage de doc. Gilda. Voilà, c'est en train d'arriver. Donc, bonjour à tous. Et donc, je vais présenter le projet conjoint entre Merconcept et GECI qu'on a appelé MC30. Et donc, c'est le fruit en fait d'une collaboration entre Merconcept et GECI Design pour lequel en fait, c'est ces deux structures qui se connaissent très très bien et qu'on a déjà fait en fait plusieurs projets en commun, notamment une étude sur un mini éco-conçu. Et puis, on a énormément de projets de course au large en commun. Et donc, en fait, ça s'imposait assez bien puisqu'on a des secteurs d'activité un petit peu différents où on a partagé en fait l'architecture navale pour ce bateau. Et en revanche, GECI s'est concentré sur le calcul de structure puisque c'est son domaine d'expertise. Et nous, plutôt sur la partie, donc nous, Merconcept, la partie ACV éco-conception. Et aussi la partie chantier, puisqu'à Merconcept, en fait, on a la possibilité de construire des bateaux. Et donc, du coup, ça s'est plutôt bien... c'était plutôt facile. Et donc, moi, je représente, en fait, ce partenariat entre Merconcept et GECI. Et donc, je vais présenter un peu les choix qui ont été faits pour concevoir ce bateau. Donc, on a plutôt choisi justement de partir sur une forme Tresco parce qu'il y avait une volonté, en fait, des deux côtés de partir sur de la performance et d'aller chercher le maximum qu'on peut en tirer avec les textes de jauge. Et donc, notamment, ça se retrouve aussi avec un bout dehors assez généreux pour essayer de faire du planant très rapidement. Et donc, ça va aussi dans le sens d'avoir une surface de toile la plus imposante possible. Et en fait, l'idée, ça a été aussi d'exploiter toute la stabilité que peut donner les SCO avec cette grand plan de voilure. Donc ça, c'était vraiment beaucoup de choix orientés performance pour le bateau. On a aussi choisi un cockpit un peu protégé pour le siège de veille, on pourrait un peu dire encastré, donc le siège de veille à l'extérieur. Et on ne les voit pas sur cette photo, mais on les verra plus tard. Mais on a aussi choisi, de fait de certains retours d'expérience, par exemple sur des classes 40, d'ajouter des pavois. Et enfin, un autre parti pris qu'on a décidé et qu'on a aussi voulu
qui peut bien sûr, qui n'est pas obligatoire, mais on a pris le parti pris de faire des dérives asymétriques, toujours dans le but d'apporter un bateau compétitif, même si cette option n'est pas forcément, enfin ça reste une option parce que forcément ça dépend un peu du projet qui va être mené par la suite. Donc ensuite, si on passe à l'intérieur du bateau, on a vraiment essayé de chercher une ergonomie réfléchie autour des sièges de veille à l'intérieur quand on est en option course. Et donc, on a essayé de penser le bateau avec un intérieur le plus sobre possible et le plus minimum. Donc, après, c'est possible bien sûr de faire la veille de part et d'autre du bateau en fonction du bord sur lequel il est. Et tout ça, ça a été guidé en fait aussi d'avoir le bateau le plus sobre possible à l'intérieur pour l'adapter le plus facilement possible en croisière. Et donc, on n'a donc pas aucun aménagement. On a souhaité conserver quand même une vraie descente dans le bateau parce qu'on s'est dit qu'en croisière, c'était assez essentiel. Donc, pour le coup, la croisière a guidé quelques choix de conception. Donc, la seconde vie du bateau a quand même guidé des choix de conception. Donc, c'était assez intéressant. Et donc, après, en version croisière, on y ajoute tous les éléments qui puissent apporter donc, du confort. Donc, une cuisine, des rangements, des dossiers et bien sûr des couchettes. Et donc ça, c'était les choix un peu plus de conception. Et donc après, nous, on a aussi ça a bien pris au jeu et on a vraiment essayé de pousser au maximum avec Jessie les études sur la structure. Donc on a un peu essayé de jouer sur tous les matériaux sans forcément partir d'expériences passées, mais juste de repartir à zéro. Et du coup, ça nous a permis d'essayer de faire pas mal de compromis. Et du coup, ça a aussi mis en lumière que le CP devait s'imposer sur certaines parties du bateau pour valider l'indice. On a aussi notamment choisi des résines biosourcées parce que ça a fait sens sur ce projet-là. Et donc, on a un peu mixé les matériaux sur ce bateau, et notamment aussi parce qu'on avait la volonté de garder une carène en forme. Et donc, là, on a essayé de choisir sur cette carène un matériau composite, donc avec une coque en mousse pour la légèreté et aussi pour une simplicité un peu de maintenance versus le CP pour cette partie-là. On garde en tête évidemment la possibilité de rajouter d'autres matériaux qui n'étaient pas forcément encore très disponibles ou encore à l'étude à ce moment-là, comme des matériaux recyclés ou une fibre de basalte. Et donc ensuite, on a poussé aussi nos études jusqu'à la partie construction, parce que ça nous semblait un peu essentiel de voir comment on pouvait construire ce bateau, parce que l'impact des matériaux est important, mais aussi la façon de produire nous semblait aussi important à prendre en compte d'un point de vue autant environnemental qu'économique. Donc nous, on a conservé du coup une carène non développable, donc un moule direct femelle pour cette carène, qu'on veut en bois pour du coup limiter en fait l'impact de l'outillage. Évidemment, les outillages, c'est sujet à beaucoup de discussions puisque ça dépend en fait un peu du nombre de bateaux qui va sortir. Et donc, il se pose la question en fait de à quel point on va loin dans l'outillage et à quel point on le fait robuste pour qu'il sorte plus ou moins un nombre de bateaux conséquent. Mais du coup, cette forme non développable, on l'a vraiment essayé de la conserver au maximum et qu'elle passe l'indice pour la performance, mais aussi la simplicité que nous, on y retrouve avec le composite dans la façon de produire et le coût aussi. En revanche, pour les autres parties, on est resté sur des formes développables pour que on puisse faire ces pièces sur des conformateurs et qu'on n'utilise pas d'outillage. Donc l'idée, ça a été sur ces pièces-là de plutôt aller chercher du contreplaqué et de la fibre de verre parfois ou beaucoup de fibres vertes qu'on a préféré choisir pour le moment. Et enfin, voilà un petit peu un visuel où on peut voir du coup les pavois ici et un petit peu le siège de veille extérieur un petit peu protégé. Nous, on a essayé d'user un petit peu de nos expériences conjointes qu'on a entre Jessie et Merconcept sur vraiment la partie course au large et performance, mais aussi impact environnemental, puisqu'on est très à l'écoute des matériaux, autant Jessie que sur la partie plutôt mécanique et que nous sur la partie environnementale, sur les innovations et rendre fiable et durable un bateau. Et donc, c'est forcément un bateau qui reste dans un stade d'avant-projet. Donc, l'idée, c'est aussi un peu de le faire évoluer en fonction des volontés de chacun et
du projet en lui-même qui sera construit autour de ce bateau. Très bien. Tu parlais peut-être de quelques renforts carbone juste aux bons endroits. Exactement. Oui, quand on a dessiné le bateau, on ne s'est pas refusé d'utiliser forcément du carbone, puisque on s'est dit qu'il y a certains endroits très, très stratégiques, notamment dans la zone de mât, où peut-être qu'apporter justement le carbone par petites touches, ça va. De toute façon, forcément, il est compris dans notre indice matériaux, ça n'a pas forcément énormément d'impact que si on faisait tout en carbone, mais par contre, ça peut avoir un vrai impact positif sur la performance et la durabilité du bateau dans le temps. Nous, on a essayé vraiment d'être très, très exhaustif dans les choix des matériaux et d'intégrer les congés qu'on peut faire, par exemple, pour coller les pièces ensemble, d'essayer de penser, en fait, justement, tout ce matériau, mais pas seulement dans la construction de chaque partie, mais aussi dans l'assemblage. Et c'est là où le carbone intervient aussi pour greffer certaines parties qui peut être vraiment intéressante pour essayer d'être sûr que le bateau va être fiable et aussi durable, parce que parfois le carbone peut servir justement à rendre le bateau robuste dans la durée. Et dans l'étude sur les différents matériaux, est-ce que donc il est principalement en fibre de verre, si j'ai bien compris, mais est-ce que les autres mix de matériaux, on les retrouve aussi sur d'autres pièces ou c'est essentiellement de la fibre de verre? On a beaucoup travaillé avec la fibre de verre et du CP, à part juste la carène qui est vraiment en mousse, justement pour rester sur un composite qu'on peut mettre en forme plus facilement. Mais non, effectivement, nous, on est beaucoup resté sur la fibre de verre qui restait assez intéressante en regardant l'indice, mais toujours avec c'est tout, parce qu'en fait, aussi, la fibre de verre, pour le coup, est disponible. Et là, c'était aussi ça peut être aussi des critères de coût et de disponibilité de tissus. Et ça a vraiment été un arbitrage pas facile à réaliser, mais qu'on s'est beaucoup basé sur le tableau d'indices qu'on avait à nos dispositions pour répondre. Et donc, forcément, c'est pas fermé, mais la fibre de verre nous permettait de faire des choses d'un point de vue mécanique qu'on n'arrivait pas forcément à avoir avec d'autres matériaux, où il fallait faire un compromis sur la masse, chose sur laquelle on a plutôt tendu vers le choix de performance, et que la fibre de verre aussi est quand même une fibre qui n'est pas forcément à éliminer tout de suite. Et donc, on a préféré faire ces choix aussi pour des histoires de gain de masse. Et ça rejoint un petit peu aussi d'ailleurs le projet précédent, où avec cette forme très imposante et cette surface qu'impose le SCO, effectivement, pour rester sur des masses compétitives, il faut aussi faire des choix sur certains matériaux. J'ai peut-être une question pour Jean-Philippe. Comment les différents candidats ont calculé leur impact? Est-ce que tu as fourni une base de données ou des outils communs? Comment ça s'est passé? Exactement, il y a les deux. En interne, il y a un calcul qui a été fait pour leur donner un tableau d'indices qui met tous les matériaux que j'ai calculés au niveau de la classe avec les indices. C'est en mètres carrés pour les tissus, en kilos pour les mousses et pour les résines. Et ils doivent faire la somme de tous ces éléments. Ils ne doivent pas dépasser un seuil. Ils peuvent utiliser ce qu'ils veulent comme matériau, il ne faut juste pas dépasser le seuil. Et donc, il y a eu un premier tableau, et après, il y a eu un tableau Excel un peu plus poussé, qui leur a permis de rentrer directement les métrés dedans et calculer automatiquement, du coup, le seuil environnemental n'a pas dépassé. Ok, très clair. Merci, Fanny. Je ne sais plus qui est le projet suivant. Gilda. Gilda, c'est à toi de tenter de... Ok, vous nous entendez? Ouais. On t'entend très bien. Parfait. Donc, Raphaël, à ma gauche, qui est un des associés qui a travaillé sur le projet. Yannick est dans l'agence aussi, il nous entend, mais il n'est pas derrière l'écran. Ça ferait beaucoup d'acteurs. Donc, Classimer, avec Jean-Philippe, on a commencé à travailler rapidement sur le projet. Nous, l'agence est produit, on est rendu à 380 ou 382 bateaux à peu près en 30 ans, et on a beaucoup fait de bois époxy.
Donc, on était dans la continuité de ce qu'on savait faire, que ce soit pour du petit bateau de régate. Là, sur l'image, on voit du bateau à Lausanne à droite, du bateau à moteur, de grands catamarans. Donc, pour nous, il n'y avait pas de découverte de cette matière-là bas carbone. On est dans la continuité de ce qu'on fait. On est dans la continuité de ce qu'on a initié avec des labos associés au CNRS, par exemple, sur de la structure bois avec le chantier du Ken. Sur le Greensco que Yannick Glyn, qui est associé, a dessiné pour lui, qui a été exposé au Grand Pavois. Donc, on a travaillé des mixtes de bois. On s'est posé toutes les questions que les confrères se sont posées là précédemment. Est-ce qu'on met du verre? Est-ce qu'on met du lin? Est-ce qu'on met du basalte, etc. Est-ce qu'on met du carbone? Où on le met si on en met? Nous, on est parti sur une construction qu'on maîtrise super bien, qui est le contreplaqué époxy, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, absence de moule. On a une souplesse intrinsèque, à la fois la matière est raide et à la fois on arrive à la faire tourner plus ou moins et assez facilement, donc on n'est pas à subir la matière, on arrive à adapter avec le nombre de bouchins assez facilement la construction aux formes qu'on souhaite. On a choisi du basalte pour des raisons d'anthropisation des sols, mais tout ça, ça se tient, je veux dire qu'on prenne un lin ou un basalte, on est dans le même esprit. Quand on regarde la base ADEME, on se rend compte que le fait qu'il n'y ait pas à mobiliser de terre cultivable, c'est assez intéressant d'un point de vue anthropisation. Donc, le basalte est repassé un peu devant. Donc, pour l'instant, on a fait le choix du contreplaqué du basalte de résine biosourcée et des Greenpoxy. Il y a eu un papier dans Seahorse là, avec le travail qui a été fait en commun avec Sycommun sur des résines super intéressantes. Et, il y a beaucoup de choses qui se jouent en ce moment et on est vraiment dans la marmite. C'est très intéressant parce qu'on est quasiment à 4 ans de 2030, donc ça va très vite, ça s'accélère. Gagner les 30% sur une construction finale, c'est pas facile du tout. Donc là, ont été évoquées des solutions évidemment super intéressantes. Quand on vire les moules, on gagne 30%. De CO2. Sur nos projets en cours, course au large, on est sur des moins 80, moins 70, jusqu'à moins 90% sur les coques structurées pontées. Donc, on peut gagner beaucoup, évidemment. Le mât carbone, c'est le choix qu'on a fait, nous, pour un indice qui est resté sous les 1000. Hein. Donc, l'indice IMER sur notre UNAN. UNAN, en breton, ça veut dire unité. Donc, petite parenthèse. Donc, sur notre UNAN, on a réussi à rester sous les 1000, mais on est plusieurs à être sous les 1000. Je crois que François aussi est sous les 1000 ou pas loin. Il y en a peut-être d'autres. En tout cas, on arrive à être quasi à 2 fois moins que la cible, ce qui permet de faire évoluer le bateau. Et quand on va l'agencer dans une vie de plaisancier, on va imaginer qu'évidemment la masse et les matériaux, les équipements vont faire légèrement augmenter. Mais enfin, on a joué la perf au max si on fait tourner le projet. 2 dérives, SCO pointu. On a fait des SCO très radicaux avec des gros pifs que j'indique toujours à l'américaine, mais là on est vraiment parti sur du SCO pointu parce que le Tour de l'Europe, c'est quand même aussi des zones probablement de calme dans des moments d'été. Donc, on ne fait pas ça au mois de janvier. Donc, ça veut dire le travail sur la surface mouillée, sur les appendices. Nous aussi, les dérives asymétriques, ça a été une évidence très, très vite pour avoir vraiment une capacité à faire du prêt. On l'a vraiment pensé comme un petit classe 40 en termes de cockpit et même de forme. On est assez proche de certains classes 40 qu'on maintient, nous, dans une idée de raisonnable. C'est-à-dire, on a des confrères qui font des classes 40 avec des entrées d'eau très, très pleines, pour les raisons qu'on connaît tous. On a choisi plutôt quelque chose d'encore assez fin, je mets des guillemets, parce que quand même, c'est un peu épaulé comme bateau, mais ça doit marcher au près comme au portant. Évidemment, parce que ça va être, et c'est tout l'intérêt du parcours que Jean-Philippe a en tête, c'est qu'on va être sur des parcours qui vont être super complexes, des zones à courant, des zones de petit temps, de la brise. Quand on va passer au-dessus de l'Écosse, ça peut être du portant dans de la grosse mer. Le bateau doit vraiment être super polyvalent, très raide, costaud. Il y a de l'insub, il y a des cloisons étanches avant et arrière. Le bateau est vraiment pensé pour le large, pour l'offshore. C'est vraiment ce qu'on a imaginé. Et la plupart, on est dans cette veine d'ailleurs qui est assez évidente. Moi, je me souviens du concours UNCL Rourke qu'on avait fait avec Armel Tripon, qui était dans notre équipe. On n'avait pas gagné. On était déjà parti il y a 4 ans sur des choses qui sont de ce type-là. C'est-à-dire s'abriter, faire que le bateau soit à la fois dans un esprit énorme mini et petit classe 40, qui est vraiment
vraiment du confort et de la vitesse et de la possibilité d'être au large sans être trempé du matin au soir avec une descente totalement protégée, enfin tout ce qu'on connaît, quoi. Donc c'était assez évident pour ça. Plan de voilure, on est un peu au max, hein. Il y a un travail à faire évidemment intéressant. La jauge permet d'être relativement toilé, donc d'avoir des capacités de vitesse super intéressantes. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'un gars qui fasse de la 650 passe là-dessus. Il est vraiment sur une étape intermédiaire entre le 650 et le classe 40, qui est souvent vécu par les coureurs comme un gros step. C'est-à-dire la marche entre 650 et C40, c'est pas rien, même si les bateaux sont pas gigantesques en classe 40. Là, il y a vraiment une capacité de vitesse super forte. Et puis l'agencement, je laisse Raphaël, qui a beaucoup bossé avec Yannick sur l'agencement aussi. Ouais, sur l'agencement, on est parti sur un programme en équipage, aussi bien qu'en solo. Donc, on a pensé des postes de veille à l'intérieur, être protégés pour être performant et s'entretenir l'énergie tout au long d'une régate. Là, on a une petite vue sur la table à cartes, le poste de veille intérieur protégé, tout en conservant un poste de veille à l'extérieur sous la casquette pour être à l'abri. On a une grande zone au niveau des descentes, une grande zone humide où on peut faire tout ce qui est nécessaire quand on est en navigation sans aller impacter, sans tromper tout le reste du bateau. On a des grandes zones techniques à l'arrière, on a des bannettes à l'avant et, comme disait Jean-Philippe, une zone technique également à l'avant à laquelle on peut accéder pour ranger les voiles quand on est en navigation. L'ergonomie de cette zone-là permet d'avoir tout le temps toutes les informations nécessaires, comme dans la classe 40 de nos jours avec les doubles postes de veille. L'ergonomie du cockpit a été pensée aussi bien en solo qu'en équipage. On a de la place pour être 4 confortablement dans ce cockpit, tout en étant protégé pour ceux qui le veulent sous la casquette. Et cet aménagement a été pensé en parallèle, comme le demande la classe, d'un aménagement de seconde vie qui peut être vachement plus confortable. On a la place grâce au SCO, bien qu'il soit assez fin et pointu, je mets des guillemets. On peut quand même mettre 2 cabines à l'avant, faire un carré très confortable, réinsérer une cuisine confortable et un poste de toilette, une table à cartes confortable, tout ce qui va bien. Et le bateau gardera des performances très élevées, tout en ayant tout l'aménagement nécessaire à une croisière familiale. Et on n'a pas parlé du chantier, donc c'est le chantier naval Hervé. On a essayé de bosser et on a du plaisir à bosser avec Duquesne, mais la structure Duquesne était, je pense, assez inadaptée compte tenu de l'ensemble de leur boîte à la cible financière que Jean-Philippe avait définie. Donc, on était trop cher avec Duquesne, donc on a changé de chantier en cours de conception. Et c'est le chantier naval Hervé, ça doit être la 3e génération, qui a une super maîtrise du strip planking, du bois moulé, du contreplaqué à La Rochelle. Donc, Béranger Blaiseau, qui est fou dingue du projet. On a un contact pour un client assez sérieux, ce serait notre premier client, pour un programme assez dingue. Le gars veut faire un tour du monde par les 3 caps façon Globe 40 avec le bateau, ce qui est assez piloté, parce que ce n'est pas un gros objet. Donc, le bateau, lui, serait à l'eau en 2027. Si il finalise, on n'a pas finalisé avec lui, mais on est assez avancé. Et voilà. D'accord. Voilà, c'est les questions. Tu parlais un petit peu de renfort carbone aussi, comme Fanny. Bah si, oui, nous on est sur un stade avant-projet plus, mais quand on va rentrer vraiment dans du détail de reprise, par exemple, exactement la zone qu'indique Fanny, hein, de la descente de charge sous le gréement carbone, c'est un peu raide. On peut avoir un petit peu d'UD sur des renforts de cadène. Et puis tête de quille, on peut peut-être gagner un petit peu de masse, mais c'est de la masse en bas, c'est pas si grave que ça. Puisque la quille est monolithique, ça je crois qu'on n'en a pas parlé, Jean-Philippe, mais là, monolithique, monotype, qu'est-ce que je raconte? Donc il y a une monotypie sur la structure de la quille et une liberté sur les NACA qui vont les entourer. Donc là aussi, on peut imaginer d'avoir un peu de matière autre, parce que quelques centaines de grammes de carbone, ça a un impact évidemment. Le carbone a un impact phénoménal, mais si on est sur quelques centaines de grammes ou sur quelques kilos, on n'est pas non plus en train de faire péter le score, de faire monter horriblement le bilan CO2 du bateau. Une question de Quentin sur la coque en strip planking ou développée. Tu veux dire, pardon? Toute la coque est en développable, c'est sur les mêmes méthodes de l'outillage devient le bateau. On est construit sur un berre à l'envers,
coque contreplaquée renforcée. Il y a aussi, c'est Jérôme Dorgeval qui parle de cette association de matériaux entre le carbone et tout. Effectivement, le but de la classe, c'est on ne supprime pas des matériaux. On autorise tous les matériaux, c'est juste qu'il faut les prendre en connaissance de cause. Et on les met là où on en a besoin. Le carbone en particulier, qui est un super matériau, très impactant, mais quand même reste un matériau assez fou. On peut l'utiliser. Et je pense qu'il faut vraiment le faire parce que ça permet d'avoir des bateaux plus durables, comme disait Fanny tout à l'heure, et tout aussi performants et raides, ce qu'on cherche à avoir dans la course au large. Ouais. Même en se limitant à du carbone, je mets des guillemets, le moins technique, pour essayer de prendre le carbone qui nécessite le moins de chimie ou d'industrie d'énergie à produire. Même le carbone le moins technique est très très intéressant, ça reste des matériaux magiques, comme tu l'as dit, qu'on a envie d'utiliser, mais le but de ce projet, c'est d'essayer de l'utiliser le moins possible, d'essayer d'utiliser les matériaux là où ils sont performants, et pour la coque, on arrive à mettre du contreplaqué renforcé avec d'autres fibres, avec des résultats très très bons. Est-ce que le bois époxy que vous maîtrisez bien, du coup, depuis longtemps, a facilité le calcul d'indices, en tout cas de rester peut-être plus facilement dans les règles de la jauge? Ouais. Bah oui, mais il y a beaucoup de liberté. Donc, pour nous, il y a jamais de matériaux évidents, mais tu vois, la raideur d'un bois époxy, c'est super intéressant. Ce qu'on commence à faire là, sur les grands bateaux, on voit que ça fonctionne super bien. Donc, avec des charges qui sont phénoménales sur les IMOCA, par exemple, ou sur un classe 40. Donc, et puis, on le connaît, c'est-à-dire quand on fait ça sur des bateaux à moteur, des bateaux qui vont à 30-35 nœuds, qui pèsent 1,5 tonne, 2 tonnes, 2 tonnes 5, on voit que les bateaux ont 20 ans avec des vieillissements qui sont impeccables. C'est plus le global et l'association des fibres et comment on organise les épaisseurs et le surcouchage et qui fait aujourd'hui la complexité des enjeux des bois époxy dans le développement de la course au large, des bois époxy ou autre chose, peu importe. Nous, on n'est pas vendeurs de morceaux de bois, mais le mixte raideur-légèreté, ce ratio-là, il est super intéressant. Et les mecs, dans les années 70, quand ils ont commencé à faire des premiers grands trimarans qui gazaient un peu, l'ont fait. Il y a des mini en CP Époque, il y a d'autres chantiers qui travaillent là-dessus. Les fils de bambou, ça donne des choses qui ne sont pas inintéressantes non plus. Enfin bon, il y a plein de choses à creuser autour de ça. Et le CP Époxy, c'est une réponse assez évidente et assez simple, c'est sûr. Une question d'Antoine. Quel est le bois de CP utilisé? Tu as parlé de basalte, hein, c'est ça? Ah non, le basalte, c'est la fibre. Donc ça, c'est une fibre minérale qui est quasi un déchet minier. Je caricature à peine dans certains cas. Les bois, on utilise des okoumés de forêt éco-gérée. Donc là, il y a un enjeu, évidemment. Il faut vraiment sourcer les matières parce que vous achetez un contreplaqué qui vient de Chine, vous pouvez être sur une coupe rase dans une forêt équatoriale, vous ne le saurez pas. Donc, on travaille avec les critères européens les plus sévères. En théorie, je dis bien en théorie, vous pouvez localiser la coupe de bois où votre okoumé a été sorti de la forêt. C'est 1 à 3 arbres à l'hectare. Ce qui est, tous les 25 ans, exactement. La parcelle est laissée tranquille pendant 25 années. Et donc ça, c'est un critère européen qui est appliqué depuis 1 an sur la coupe de forêt en forêt équatoriale. Donc l'okoumé, il a plein d'avantages. Il a cet inconvénient de venir de forêt équatoriale, de forêt sauvage. Donc il faut faire très attention. Si on trouve un autre contreplaqué un jour, on a essayé d'autres choses qui étaient plus lourdes, qui étaient parfois moins qualifiées par les organismes de certification. Donc il y a un enjeu autour de ça qui est super important. Il faut vraiment regarder ce qu'on fait et où on va chercher le morceau de bois parce que ça peut être une catastrophe totale, environnementale. Très bien, merci. Jean-Philippe, on va passer au projet suivant. On se laisse l'introduire. Eh ben, on va passer par Adriane. Si tu es prêt, Adriane? Et on finira par François. Je suis prêt. Vous voyez mon écran? On te voit toi. Attends, je vais fermer le slide précédent. C'était peut-être ça qui bloquait. Tac, c'est bon? C'est tout bon.
Super. Donc, je me présente, je suis Adrien Maguet. Je représente le bureau d'études et cabinet d'architecture navale de CT Merforte et on est basé à Port-la-Forêt. Et donc, je vais vous présenter rapidement la réponse au projet Classimer que l'on a fait. Donc, tout d'abord, la philosophie générale du projet, c'est d'avoir le plus faible impact environnemental possible, tout en gardant un niveau de performance élevé dans une jauge qui est quand même assez contraignante, et de conserver aussi une excellente fiabilité pour régater sereinement en offshore. Donc, les caractéristiques générales du bateau, donc nous, on a fait le choix d'être au maximum de la jauge pour des questions de performance. Donc, la longueur de coque, elle est à 9,20 m, une largeur de 3,40 m, un tirant d'eau de 2,30 m et un tirant d'air de 15 mètres. On aurait un déplacement léger autour de 2,8 tonnes. Et donc, ça nous permettrait de naviguer à 4 équipiers et dans catégorie A, donc pour faire de la régate offshore. On a fait le choix de faire un vrai SCO pour garder de la puissance. Nous, de ce qu'on voit dans la classe mini, c'est que même dans les petits airs et au près, on arrive avec des vrais SCO à avoir une bonne polyvalence et c'est quand même plutôt les bateaux qui sont en tête des régates maintenant. Au niveau de la construction, donc là, fort de la récente construction de la JT40 pour Michel Desjoyaux, là, on a donc choisi naturellement de s'associer au chantier Mer Agitée pour construire ce bateau. Donc, au niveau des choix constructifs, nous, on a choisi de ne faire que le fond de coque en contreplaqué époxy, donc pour avoir un centre de gravité bas avec les matériaux à forte densité pour rentrer dans le seuil d'indice IMER. Les murailles et le pont sont en sandwich verre PVC. Les traves est rapportée et moulée et on a la structure interne en contreplaqué époxy elle aussi. La construction est prévue donc en développable et assemblée sur mannequin, ce qui permet aussi d'avoir une partie du mannequin, donc les cloisons structurelles qui peuvent rester dans le bateau au démoulage. Donc ça nous permet d'atteindre le seuil d'indice IMER quasi maximum, donc, pour garder une performance élevée. Et par contre, le fait qu'on n'utilise pas de moule, on a un équivalent CO2 qui est très faible par rapport au maximum imposé par la jauge. Au niveau du plan de pont, donc il y a une limite de coût sur l'accastillage, donc on doit rester en dessous des 11 000 € hors taxe. Donc on a choisi un plan de pont qui est plutôt simple, ce qui permet aussi de limiter le poids. Donc avec seulement 3 winches, 2 primaires et un piano, qui est avec une goulotte déportée. Donc l'idée, c'est de ramener toutes les manœuvres de l'avant via la goulotte et que aussi on puisse utiliser tous les winches pour toutes les manœuvres pour jamais être bloqué. Comme tous nos concurrents, on a fait le choix d'avoir un poste de veille extérieur protégé pour pouvoir régater longtemps et sans être trop mouillé. Et une grande barre d'écoute à l'arrière pour avoir une bonne maîtrise du profil de grand voile. Donc l'objectif, c'est d'avoir un cockpit assez ramassé pour avoir toutes les manœuvres à portée de main en équipage réduit et en offshore. Au niveau du gréement et de la voilure, donc nous, on a fait le choix d'avoir le mâle, baume et le bout dehors en carbone. Donc toujours dans un objectif de performance pour limiter le poids dans les hauts et garder une très bonne raideur de gréement. On fait le choix aussi d'avoir un grand bout dehors orientable et rabattable, comme les mini, et comme on commence à le voir aussi sur les classes 40. Au niveau du plan de voilure, il est limité à 5 voiles. Donc là, on a fait le choix d'avoir une grande GV à corne full batten de un peu plus de 40 mètres carrés, un grand génois J1 arisable sur mousqueton textile d'une 30aine de mètres carrés, un peu comme sur les mini. Un Génac type code 0 sur bout dehors pour se déhaler dans les petits airs. Un grand spi asymétrique que potentiellement on peut rendre arisable aussi, et d'un tourmentin.
Donc, l'objectif, c'est d'avoir un plan de voilure puissant avec des possibilités de réduction pour quand il y a beaucoup de vent. Au niveau des appendices, on est parti sur un double safran relevable. Le système de safran sera monotype lui aussi. Donc, l'idée, c'est d'avoir une bonne stabilité de route, mais aussi de garantir la sécurité du bateau en cas de choc avec un OFNI. Nous, la quille en L est mécano-soudée avec bulbe plomb qui sera aussi monotype. Donc, ça nous garantit une bonne surface anti-dérive. Et donc, pour les deux appendices, on a un critère de sécurité qui nous tient à cœur chez Merforce depuis longtemps, c'est que la quille en L, elle permet d'avoir si on prend des algues dans la quille, elles se dégagent toutes seules, elles descendent et elles sortent toutes seules de la quille. Les safrans relevables permettent aussi de relever facilement les safrans en cas de choc, mais aussi en cas de si on se prend un casier ou quelque chose. Et du coup, ça permet d'avoir une bonne sécurité du marin qui peut rester sur son bateau si jamais on se prend quelque chose. Au niveau de la seconde vie, donc pour nous, c'était un critère important aussi pour garder les bateaux longtemps dans le temps et réduire l'impact environnemental. Donc, on a une hauteur sous barreau de 1,80 m dans la descente qui est imposée par la jauge. L'avantage des grands SCO comme ça, c'est que ça permet d'avoir un super aménagement vu qu'on a beaucoup d'espace. Donc là, on peut facilement amener deux grandes cabines doubles, un carré qui est confortable, une table à cartes, une cuisine avec un réchaud de feu et garder le poste de veille intérieur aussi qu'on peut avoir en mode course qu'on voit côté cuisine et côté table à cartes. Et voilà quelques images du projet qu'on a rendu pour ce concours. Très bien, merci. Je ne connais pas tu as parlé de quoi? De moule en mannequin? Non, ça, je n'ai pas tout à fait compris ce que tu expliques. De mannequin, en fait, c'est un squelette sur lequel on vient employer soit du contreplaqué, soit des formes développables, typiquement les murailles de coque ou les formes de pont. C'est un espèce de squelette en bois sur lequel on vient ployer les éléments qui sont construits à plat à côté. Et l'intérêt de faire ça, c'est qu'on utilise du bois, et vu que la classe, on impose un seuil environnemental en impact, on sort du moule conventionnel qui est très impactant. Tout à fait. C'est peut-être une question un peu générale. Les voiles rentrent dans le calcul d'indice ou pas? Parce qu'on n'a pas trop parlé. Non, les voiles, il y a deux, trois choses qui sont en cours sur les voiles. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite à part le prix des voiles. En fait, on encadre dans la jauge donc l'accastillage à 11 000 €, l'électronique à 20 000 € et les voiles à 40 000 ou 45 000 € le set de voiles complet, qui va permettre de ne pas prendre non plus des voiles très high-tech, mais en même temps avoir certaines libertés de choix. Mais effectivement, il y a des choses encore à compléter dans cette jauge, en particulier sur les choix des voiles. Et alors, j'attends, il y a une question qui est en train peut-être d'arriver. On n'a pas, tant qu'à là, on n'a pas étalé beaucoup de monotypie. On a parlé des systèmes de safran et des systèmes de quilles. Oui. On impose la monotypie là-dessus pour simplifier, parce qu'à chaque fois, un profil égale un moule. À chaque fois, il faut recréer un moule. Donc là, on impose le système de safran et le système de quilles. Et en plus, nous, à niveau de la classe, on peut arriver sur un tour d'Europe avec des pelles de safran en plus. Que si vous cassez un safran quelque part, vous ne mettez pas en période de tour d'Europe. Et on arrive pour changer. La question d'Antoine est aussi sur les mannequins, justement. Est-ce que ça a limité le design et la carène, cette façon de concevoir? Oui, forcément, ça limite le design et la carène. On ne peut pas faire des carènes en forme. On voit bien sur les images que du coup, on est obligé de faire des carènes à bouchin. Donc oui, ça a forcément un impact sur le design, même si on arrive quand même à garder une performance élevée. Par les formes du bateau. On pourrait travailler avec des bois moulés aussi, ça s'est beaucoup fait en halfton. Donc le mannequin,
ne nous impose pas le contreplaqué forcément. Un strip planking très léger, comme on avait fait sur le Kaori 550, ça reste aussi des solutions qui ont été utilisées en multi et en half tone beaucoup, quarton, one tone, two toners, etc., qui sont vachement raides et assez légères. Je pense qu'il y a sûrement des choses à creuser autour de ça. On s'est tous beaucoup limités au contreplaqué pour des raisons de simplicité, des coupes de kit, trader et prix, par exemple, parce qu'un bois moulé, c'est cher. Mais des gens comme Charlie Capel, Technologie Marine à la Trine, ils font ça merveilleusement bien. Kaori, avec qui bosse François, ils font ça. Ils font du strip aussi et des bois moulés, ils savent faire. Le moule du strip planking peut être en bois. Ouais, en fait, on a fait beaucoup de strip à une question de Quentin. C'était du conformateur, contreplaquer les cloisons et un peu d'aglo entre conformateurs. On n'a pas du tout besoin de moule, pas du tout. Le bateau devient aussi l'outillage. Ah non, l'inverse, l'outillage devient le bateau. Oui. Très bien. Alors, on va passer au dernier projet. Oui. Et c'est François. Bonjour. Merci Arnaud. Alors, je me présente, François Mayette, comme vous entendez bien, je viens du Québec avec mon accent. Je suis ingénieur en architecture navale et en structure. Puis, ça fait quand même un petit bout que je dessine puis je construis des bateaux. En fait, j'ai commencé à l'âge de 13 ans avec un petit bateau, un petit voilier qui ressemblait à un optimiste avec un fond en V. Ensuite, j'ai construit plusieurs trimarans de sport jusqu'à récemment. Cette passion m'a conduit ensuite à faire des études en architecture navale, en génie, avec une spécialisation en structure et matériaux composites. J'ai eu la chance de travailler aussi pendant plusieurs années. En fait, ça fait un bon 25 ans que je suis dans le domaine, avec plusieurs architectes navals en France, en Nouvelle-Zélande, puis au Canada aussi, au Québec. Donc, je vais passer tout de suite à la présentation du Beluga, mon projet pour ce concours-là. Donc, le Beluga, comme on en a parlé, il répond au principe puis à la philosophie de la classe IMER, c'est-à-dire concevoir un bateau performant avec une construction bas carbone, puis aussi prévoir une deuxième vie au bateau pour répondre au principe du développement durable. Au niveau des performances, on en a parlé aussi, mes collègues tantôt, il y avait des choix à faire. Naturellement, il y a comme eu des inspirations un petit peu entre les mini-transats et les classes 40. Dans mon cas, je suis allé un petit peu plus du côté des mini-transats, notamment par le fait que dans la jauge de IMER, on n'a pas de restrictions sur les traves. Donc, je suis allé avec une étrave Visco d'une amplitude modérée à bien assumée. Ça permet d'avoir une carène puissante et polyvalente. Puis comme dit aussi un de nos collègues tantôt, c'est vrai que ça permet quand même des performances dans pas mal de tout type de conditions de vent. Pour le cockpit, on veut simple, ergonomique, configuré autant pour la navigation en solitaire qu'en équipage, de 4. Puis aussi, j'ai travaillé beaucoup sur les volumes du rouvre puis le volume du bouge de pont. Le bouge de pont, c'est la courbure transversale du pont. Un balancement a été fait pour répondre aux critères de la jauge qui spécifie des volumes minimaux, mais aussi, surtout, pour avoir un volume intérieur suffisant, confortable pour la croisière, en respectant la hauteur sous barreau minimale requise. Une autre chose au niveau des performances, il ne faut pas l'oublier, c'est l'efficacité en course, l'ergonomie en course. Donc, un des astuces que j'ai fait pour le Beluga, c'est d'intégrer des postes de veille intérieurs au bateau qui permet d'ajouter du volume lorsque le bateau sera converti dans sa version course croisière. Puis aussi, ça permet une navigation au sec. Le moniteur pour la météo, tout ça est à portée de bras. Puis aussi, on est capable d'accéder assez facilement au poste de veille grâce à un petit palier intermédiaire qu'on voit là, sur la deuxième marche de la descente. Deuxième principe de base important pour la classe IMER, c'est l'impact environnemental. Donc, au niveau des matériaux et de la méthode de construction, le choix a été porté pour le Beluga sur construction contreplaquée 100%, à faible indice environnemental, un peu comme Gilda a parlé tantôt.
Les matériaux de renfort, fibre de verre ou ballast, j'ai mis les deux. Dans le cadre du concours, j'ai utilisé la fibre de verre parce que l'avantage avec la fibre de verre, c'est qu'on a beaucoup de choix de grammage, là, un peu plus que le basalte. Mais le basalte a des avantages qu'un plus faible indice environnemental, presque 2 fois moins. On met des renforts comme ça sur une ou deux faces du contreplaqué. Là, je parle pour le bordé de pont et de coque. Puis même chose pour les membrures. On utilise la résine époxy biosourcée encore là pour réduire l'impact environnemental. Et aussi du bois massif, toujours très efficace, comme du pin, pour les lisses de renfort du bordé de coque. L'ensemble, j'ai fait quand même certaines analyses là, pour comparer, un peu comme mes autres collègues là, ici, là, des analyses pour comparer qu'est-ce qui serait mieux par rapport au ratio résistance, poids, indice environnemental, coût. Ça fait un gros ratio, mais c'est très intéressant de faire l'exercice. S'est rendu compte qu'avec la fibre de verre, ça donnait ce qu'il y a de mieux. Mais avec le basalte, on était quand même capable de réduire d'environ 10 l'indice environnemental avec un surcoût, parce que le basalte, c'est quand même dispendieux par rapport aux fibres de verre. Peut-être juste 2 de plus cher que pour l'ensemble du bateau. Donc, c'est quand même une autre option d'utiliser le ballast. Pour la résistance du bateau, c'est un critère important. J'ai fait les calculs selon les normes reconnues, comme tout le monde, mais j'ai ajouté une certaine pondération appliquée aux charges, aux pressions à mettre sur le bordé de coque, surtout le fond de la coque, à cause du slamming. C'est une mesure très intéressante, puis elle a d'ailleurs été intégrée dans la nouvelle version de la jauge pour la première génération de bateaux. C'est quand même un pionnier comme ce qu'on fait là, dans la course au large. Ensuite, pour le poids, évidemment, avec un bateau en contreplaqué fibre de verre, on est quand même un peu plus lourd qu'un bateau en sandwich mousse fibre de verre, mais c'est quand même pas si pire que ça. C'est peut-être un 100-150 kg de plus, là. Autrement dit, sur l'ensemble du bateau, c'est pas phénoménal le surplus de poids. Donc, on reste avec des bateaux très performants. Indice environnemental minimal, en dessous de la limite de la classe. Moi, je suis environ avec le Belga à 55 de la valeur limite, ce qui est intéressant parce que ça laisse de la place pour des améliorations futures, parce que le règlement permet sur la durée de vie du bateau d'ajouter des pièces en matière carbone ou d'autres pièces d'accastillage tant qu'on est en bas du seuil de coût. Puis évidemment, l'ensemble de ça permet d'avoir le coût minimum. Comme on disait tantôt, Gilda expliquait, on n'a pas besoin de moule parce que la structure interne du bateau sert de mannequin. Les matériaux sont prix abordables, puis on arrive avec un coût de coque minimal. Passons maintenant rapidement à l'agencement intérieur, version course. Il n'y a pas beaucoup c'est quand même très simple, là, puis, mais quand même sans compromettre le confort lors de la course. Fait qu'on voit les deux sièges, les postes de veille en orange, une petite table à cartes, beaucoup de surface plane, surtout grâce au volume de flottabilité. Ça permet de faire du motossage, placer des voiles, aussi un matelas en mousse là, ou en bille pour dormir un peu plus confortablement. Version seconde vie, troisième principe là, de la classe IMER, version course croisière. On voit ici un peu, on a pas mal plus de confort que la version course. On a les équipements qu'on voit normalement dans un bateau de course croisière ou même de croisière, c'est-à-dire un poste de cuisine tout équipé, salle d'eau complète, vaste cabine propriétaire, très large lit avec l'avantage de l'Etrabsco, cabine à fer, carré, soute à voile depuis le cockpit et des rangements. Puis à faire noter aussi, comme je l'avais dit tantôt, avec la présence des postes de veille intérieurs, ça nous ajoute beaucoup de volume, de la hauteur sous barreau vis-à-vis la salle d'eau, puis le poste de cuisine et l'entrée de la cabine arrière double. Finalement, le chantier à naval associé pour la construction du Belga, c'est Kawi Concept. Ils sont situés à Machecoul, proche de Nantes.
sont spécialisés évidemment dans la construction de bateaux en bois moderne, responsables et en fibre naturelle. C'est leur image de marque. Ils allient savoir-faire, esthétisme et performance dans leur construction. Puis, Karoot Concept, avec leur style artisanal, offre vraiment une grande qualité de construction, un gage de sécurité et de performance aussi pour cette première génération de bateaux des mers. Donc, merci de votre attention. Avez-vous des questions? Merci. J'ai l'impression que dans le modèle, tu as quand même considéré un niveau de confort pour le skipper, ce qui est pas dans les habitudes de la course au large d'avoir des bateaux quand même assez durs et hyper basiques. Là, il y a effectivement les sièges sur les côtés, la cloison plate, et j'ai l'impression que tu as pris en considération ça dans le design. Est-ce que c'était un vrai choix ou est-ce que ça a ajouté des contraintes complémentaires dans le projet? C'est venu un peu à force de réflexion d'arriver avec cela parce qu'à un moment donné, il faut décider où mettre la cloison de descente. Puis, si on voulait un cockpit un peu plus grand pour avoir vraiment une efficacité maximale pour navigation à 4 personnes, bien, on perdait du volume à l'intérieur pour la version course croisière. Donc, à un moment donné, j'ai eu l'idée, je dis, bien, on va les mettre à l'intérieur, les postes de veille, puis ça va nous créer un volume supplémentaire pour la version course croisière pour plus tard et du confort aussi pour le skipper du bateau en configuration de course. Très bien. Alors, on a dépassé un petit peu le temps. On pourrait poser encore plein de questions. Jean-Philippe, je vais te proposer de conclure peut-être pour terminer le Sailing Café sur peut-être la suite de l'aventure, un peu les dates. Ça marche là. Là, vous allez pouvoir les différents types de bateaux. Aujourd'hui, les archives ont bien bossé dessus. Vous avez 5 versions d'un classimer différentes. Il faut savoir qu'il faut prendre que le choix entre ces 5 bateaux, vous ne pouvez pas arriver avec un 6e bateau. Le but, c'est de cadrer un petit peu l'évolution des bateaux. Donc maintenant, il faut faire un choix. Il faut choisir un de ces bateaux et partir les tester en mer. L'idée, c'est, encore une fois, on est sur l'innovation. On est là pour tester des matériaux, entre guillemets, tester des façons de faire et prouver surtout qu'on est capable de faire des choses bien, performantes et bas carbone. Et la suite, c'est le championnat. Et ça commence dès 2026. Pour septembre 2026, on a une régate que j'organise avec Nathalie Grubach, qui est la patronne, la directrice de l'association 50-50 qui milite pour la mixité dans le sport, dans les sports. Et en particulier, donc, on va faire une régate ensemble pour mettre en avant un petit peu cet aspect très important dans la course au large. Et on commence en septembre là. Et après, donc, c'est un préquel. C'est une sorte de préquel au championnat. On se met un petit peu on n'a peut-être pas un classimaire tout de suite qui arrivera en septembre l'année prochaine, j'espère. On n'est pas encore à ce stade-là, mais on fera naviguer d'autres bateaux. L'idée, c'est de montrer l'univers dans lequel vous allez rentrer, avec de la convivialité, l'authenticité. On va mettre de la nuit, il y aura beaucoup d'engagement dans les régates et la compétition, et on enchaînera après sur 2027 sur 6 régates, un championnat complet. Et ce qui change en championnat, c'est qu'il y a un championnat navigant. C'est le bateau qui est classé, c'est pas les navigants. C'est également un championnat constructeur. On va aussi classer les constructeurs, donc les chantiers, parce qu'il faut aussi mettre en avant les gars qui fabriquent les bateaux. Il y a aussi un savoir-faire derrière. Et donc, on va un peu se battre à ce niveau-là. Et dernier point qui est important, c'est que le championnat se tourne vers des personnes comme vous et moi, on a tous un boulot. Et pourtant, on a envie de faire la course au large. Et aujourd'hui, pour faire la course au large, souvent, il faut quand même faire une grosse concession sur son travail d'un point de vue temps et d'un point de vue financier, de trouver des sponsors. J'ai fait le pari d'aller ailleurs, d'organiser ce championnat pour que ça fasse appel à des gens qui ont un métier à côté, l'organiser pour que ça fonctionne sur des temps morts, sur des vacances, pour que des gens comme vous et moi pouvaient venir. Et ce qui change également, ce sont des bateaux d'équipage où on peut se relayer aux escales. Et ce qui fait qu'on peut diviser le coût d'un projet par le nombre de co-skippers. Ce qui fait qu'on rend beaucoup plus accessible la course au large. Il suffit d'aller voir sur le site internet de la classe, il y a un onglet recherche de co-skipper qui va vous permettre finalement de trouver des personnes pour pouvoir mener à bien un projet classimer.
Voilà. Très bien. Merci à tous d'avoir joué le jeu de la présentation, d'avoir enchaîné. Merci en particulier à François qui s'est réveillé cette nuit pour nous rejoindre. Et puis, j'ai pas le temps de prendre les dernières questions. J'aimerais qu'on termine là, mais on laissera effectivement les coordonnées de chacun. Et je suis sûr que vous serez ravis de prendre des questions sur cette classe qu'on a hâte de voir naviguer. Les questions, ceux qui posent des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions sur le site. Hein. Oui, voilà. Contactez-nous. Merci à toutes et à tous. Eh bien, je vous souhaite bon vent et à bientôt pour le prochain Céline Café sera en décembre. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À bientôt.